L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Julien Drey, bonjour, bienvenue. Nous sommes ravis avec Mickaël de vous accueillir ce matin. Le regard acéré de celui qui connaît bien la politique et la gauche depuis maintenant le début des années 80. Est-ce que vous pensez que ce couple Hollande-Hérault, puisqu'on en parlait avec Guillaume Tabar, va tenir? Malgré les assauts de la presse, qui c'est le moins qu'on puisse dire, ne sont pas tendres, et malgré les sondages qui sont encore à la baisse, c'est notamment le cas du dernier BVA Express. Alors, ce que je pense, c'est que on n'a pas forcément bien compris ce qu'était le quinquennat, et on le comprend mieux maintenant. Parce qu'on a attribué un certain nombre de défauts dans le quinquennat précédent à la personnalité de Nicolas Sarkozy, et on se rend compte que c'était d'abord le système institutionnel qui voulait ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le quinquennat, c'est vraiment le système présidentiel, et que c'est le président qui dirige. Il n'a aucune distance possible. il n'a pas le temps. Voilà, vous avez trouvé la réponse, j'ai d'ailleurs rien à dire. Oui, je pense que c'est ça le fond. Donc après, effectivement, le statut du Premier ministre, il devient compliqué. Parce que, sur le fond, il n'est pas un collaborateur, comme le disait Nicolas Sarkozy, mais il est obligé, je dirais, d'être un exécutant, et donc il y a une complexité dans la relation, et il y a une forme à trouver. Bon, après, il y a les débuts, avec une large majorité, avec le fait que la gauche a toujours été turbulente, parce qu'elle est toujours un lieu de débat, et que c'est normal qu'il y ait ce que vous appelez les couacs, et nous, ce qu'on appelle du débat nécessaire entre la majorité et l'exécutif. Mais est-ce qu'il va tenir dans cette affaire-là, ou est-ce qu'on est dans une hypothèse, finalement, qui est l'hypothèse Sarkozy-Fillon, ou est-ce qu'il faut pronostiquer à l'avance un deuxième Premier ministre pour la deuxième partie du J'en sais rien, ça dépendra, je pense, C'est une question de sensibilité de... Non, je pense que ça va dépendre beaucoup de la tournure des événements dans les mois à venir. D'un exemple, est-ce que malheureusement la rigueur produit, je dirais, une récession et donc qu'on s'enfonce dans une crise sans précédent, ou est-ce qu'il y a une bouffée d'air qui arrive par, je dirais, le desserrement de l'étau de la règle des 3%, où Mme Merkel a bougé ce week-end sur cette question-là. Donc je dirais que c'est aussi ça la question qui est posée. Cette règle des 3%, vous seriez... Mickaël Zamès. Vous seriez pour, en tout cas, dénouer un petit peu tout ça, la baisser? Moi, je pense que c'est la difficulté que nous avons, c'est que s'il fallait la dénouer dès le départ, il fallait pas attendre, et il fallait la dénouer en ne signant pas le traité et en demandant un étalement. Il s'agissait pas de dire on va ouvrir les caisses, faire n'importe quoi, mais il s'agissait d'expliquer que dans le contexte actuel, tenir cette règle de restriction budgétaire et de maîtrise des déficits à 3% allait produire une récession sans précédent. Alors, le problème, c'est que vous voyez bien ce qui se passe. On dit, on va tenir la règle, mais de plus en plus de voix autorisées, comme on dit. L'exemple de Claude Barthelone ce week-end. Qui est quand même pas n'importe qui dans le système institutionnel désormais. Mais je note aussi que le premier secrétaire du Parti socialiste l'a redit encore il y a quelques heures. Tout le monde dit, mais il faudrait quand même la faire bouger. Donc je pense que dans les mois qui viennent, cette règle va bouger. Mais c'est ça le problème qui est posé avec l'Europe. C'est que c'est toujours trop tard et trop peu. Et depuis 2008, on est dans cette situation, on est en situation défensive. Et donc, effectivement, quand on nous parle des marchés, ce qui inquiète le plus les marchés, c'est qu'on fixe des échéances et qu'on les respecte pas. Est-ce que vous avez le sentiment, justement, alors j'en reviens au contexte politique qui accompagne tout ça, que ça va se restabiliser, ou qu'au contraire, justement, on va vers des difficultés de plus en plus grandes? Moi, je pense que si on reste dans l'épure budgétaire telle qu'elle est... Parce que là, 44%, 40%, enfin, imaginons que François Hollande continue à descendre. Mais la cote de popularité du président de la République comme du Premier ministre, elle est indexée sur la situation économique. Elle est pas, c'est pas les couacs, là, le problème. Le problème, c'est qu'il y a... Ce n'est dû qu'aux questions économiques? Je pense que c'est beaucoup dû à la question économique, à l'espoir qu'il y avait dans l'élection présidentielle qu'on sorte, justement, qu'il se passe quelque chose. Et bon, je veux dire, quand vous avez autant de plans sociaux, autant de fermetures d'usines, avec une déception qui s'installe, avec une angoisse qui est naturelle, avec un pouvoir d'achat qui est de plus en plus contraint, avec des classes moyennes qui ont le sentiment qu'elles supportent l'essentiel de l'effort aujourd'hui dans le pays, c'est normal que le climat soit pas bon et qu'il soit pas bon pour ceux qui gouvernent. Bon, alors après, la question qui est posée, c'est quelle est la stratégie de sortie de cette situation dans les mois qui viennent. Et c'est là que les questions vont se poser. Alors, on va évidemment revenir au fond, au rôle que vous allez jouer pour le Congrès, parce que vous avez envie de l'agiter un petit peu, à votre nouveau statut d'auteur, et en même temps au rapport que vous avez avec cette équipe, parce que vous les connaissez. Il y a même eu une réunion récente à l'Élysée avec tous les anciens de 80. Vous n'étiez pas un ancien de 80 institutionnel, mais vous étiez là avec SOS Racisme. Je suis obligé de vous poser la question de Valérie, c'est-à-dire que celle qui vous a fermé la porte, celle qui visiblement ne peut pas vous supporter et qui vous a mis hors jeu, est-ce que vous lui en voulez? Moi, je n'ai pas ni de rancune tenace, ni de rancune éternelle. Et je ne commande pas ce genre de situation privée. Je regrette un certain nombre de choses. Et puis pour le reste, mon statut me convient bien aujourd'hui. Est-ce que vous considérez que c'est une façon
de payer aussi un soutien à Dominique Strauss-Kahn? Moi, je suis d'abord fidèle en amitié. C'est une leçon que j'ai apprise de François Mitterrand. Je pense qu'il y a des principes dans la vie et que quand on déroge à ses propres principes, eh ben, le matin, quand on se lève, on se pose la question de savoir qui on est. Donc moi, je me tiens à mes principes, à la fois ma fidélité en amitié, ce qui ne m'empêche pas de dire aux gens après en face ce que je pense de leur comportement à tel ou tel moment. Je pense que dans la vie, par ailleurs, il y a des règles et qu'il faut les respecter. Mais alors le retour au Congrès, ça va donner quoi? C'est-à-dire ce Julien Drey marginalisé, on peut même dire parfois probablement blessé moralement, il se retrouve avec tous ceux qui sont au pouvoir lors d'un congrès socialiste important. Quel est le rôle que vous vous assignez ou que vous souhaitez jouer dans ce registre? Je vais vous faire une petite confidence. Il y a des matins où je me dis que finalement je suis pas plus mal placé et que je préfère être tranquille. Être tranquille en me levant que d'avoir le ventre serré en me demandant qu'est-ce qui va m'arriver encore toute la journée et être obligé de batailler avec les uns avec les autres. Moi, j'ai toujours été un passeur. Vous savez, je suis fils d'instituteur. Ma mère était institutrice, mon père instituteur. J'ai toujours été élevé dans l'état d'esprit d'apprendre et de donner ce savoir à d'autres. Et donc, mon travail continue. Je trouve que j'ai pas si mal travaillé quand je regarde les 25 années qui viennent de s'écouler, quand je regarde ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, comme on dit, entre guillemets, et tous ceux qui ont participé à l'aventure politique et qui ont aujourd'hui appris des choses. J'espère qu'ils seront fidèles à ce qu'ils ont appris dans les mois qui viennent. Et puis, il faut continuer ce travail-là. Il y a des nouvelles générations et il y a de nouveaux débats politiques qui sont posés aujourd'hui. Je pense que la gauche est face à un défi terrible. C'est même quasiment son avenir politique est en cause dans les mois à venir, à l'échelle de la France comme à l'échelle de l'Europe. La social-démocratie a un deuxième rendez-vous avec elle-même. Soit elle est capable de porter un vrai projet européen alternatif à celui qui est en train de se mettre en place, soit elle risque d'être emportée avec la crise. Et justement sur l'avenir du Parti Socialiste, 68% c'est le score de la motion principale, la motion A en tout cas soutenue par Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault. C'est quand même une claque, non ? Oui, ça veut dire qu'il y a de la contestation et qu'il y a de la contestation, de l'insatisfaction à l'intérieur aussi du Parti socialiste. Et la motion que nous avons présentée et qui a été emmenée par un jeune, justement, une nouvelle figure, Emmanuel Morel, plein de talent, puisqu'il a beaucoup de qualités, a remporté un écho réel. Et s'il n'y avait pas eu les petites manœuvres de congrès, je pense qu'on aurait pu... Il y a eu des manœuvres de congrès ? Oui, comme toujours, c'est normal. Nous étions une orientation alternative. Et une orientation alternative, elle est toujours dangereuse pour le pouvoir en place ou pour les hommes ou les femmes qui gouvernent le pays ou qui dirigent le Parti socialiste. Parce que nous disons, nous, qu'il y a une autre politique possible. Je prends un exemple. J'écoutais tout à l'heure, en arrivant, tous les propos tenus par les ouvrières et les ouvriers de Petroplus. Il y a une question qui est posée. C'est incroyable, elle n'est jamais abordée. Pourquoi l'État ne prend pas ses responsabilités et ne nationalise pas aujourd'hui? Pas de manière éternelle, de manière temporaire. Marie-Noëlle Lienemann disait hier en Bureau national, c'est Dominique Strauss-Kahn lui-même qui avait évoqué cette question-là. Donc vous voyez, c'est quand même pas le chantre du gauchisme, avec tout le respect qu'on doit à Dominique. Bon, on peut aujourd'hui se poser cette question-là. Or, on invente des dispositifs qui vont être d'une telle complexité qu'ils seront jamais appliqués. On n'arrivera pas à les appliquer. Pourquoi l'État ne reprend pas ses responsabilités en la matière? Parce que c'est un spectre négatif du point de vue économique. Vous savez très bien. Vous apportez évidemment, avec le talent qui est le vôtre, la réponse. Mais je pense qu'il y a des spectres, des fois, qu'il faut ressusciter. Et je pense qu'il vaudrait mieux prendre ses responsabilités en nationalisant, pas forcément à 100%, en donnant le sentiment, y compris à ces entreprises, qu'elles ont une stabilité par la présence de la puissance publique, que de recourir, je dirais, après les plans sociaux, avec le sentiment que l'État, finalement, n'est que le brancardier du système. Alors justement, il y avait une question qui est à caractère, j'allais dire, télévisuel et politique. Je regardais hier les Guignols. Et effectivement, on voit François Hollande en petit garçon et on lui pose la question, mais enfin les riches, alors donc il s'agit de l'intégration des œuvres d'art dans l'ISF, des pigeons, etc. Et il dit, en gros, il dit oui, je peux pas faire grand-chose. Et est-ce que vous avez l'impression, puisqu'on parle de spectre, que c'est là le problème? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de tabou de la gauche au pouvoir par rapport aux classes possédantes qui serait son problème numéro un? Non, je pense qu'il y a un complexe d'une partie de la gauche face à l'establishment financier. Et l'establishment financier, c'est les fameux marchés, c'est les agences de notation. Et ce que ne comprend pas une partie de la gauche, c'est que, paradoxalement, ce que veulent les marchés, ce que veut l'establishment financier, c'est les questions qui sont posées, c'est pas les questions idéologiques. La question qui est posée par tous les marchés, c'est quelle est
l'avenir de l'Europe? Quelle est sa perspective? Et l'Europe donne le sentiment qu'elle est un bateau ivre. Si l'Europe donnait un cap, je pense qu'il y a plein de marchés qui diraient, plein de financiers, plein d'investisseurs qui accepteraient de prêter de l'argent aujourd'hui, qui ne seraient pas en train de spéculer contre l'euro. Le sentiment qu'ils ont, c'est qu'il n'y a pas de cap, qu'il y a des débats permanents. Donc vous ne fallait pas revenir sur le dispositif concernant par exemple les pigeons. C'était une erreur. Non, mais ça, je pense que la question... En cours de route de discussion budgétaire. Alors, après, il y a un vrai débat. Moi, je pense que la gauche, là aussi par rapport à l'entreprise, elle est ni de droite ni de gauche. L'entreprise, elle est la possession de l'actionnaire, effectivement, du patron et des salariés. Bon, nous avons besoin des entreprises. Et donc, on ne peut pas donner le sentiment qu'on a peur des entrepreneurs ou des entreprises. Après, que lorsqu'ils gagnent de l'argent, ça, c'est un autre mécanisme. Il y a une redistribution nécessaire. Qu'il y ait un système fiscal, ça d'accord, mais d'ailleurs, les patrons ne le mettent pas en cause, là. Le sentiment qu'ils ont... en cause, c'est le niveau, 60%. Voilà. Alors, et justement, mais si on a une dynamique plus forte en termes de croissance, le niveau, on peut le baisser. C'est ça la question qui est posée. La vraie question, c'est comment on retrouve un chemin de croissance. Et je ne crois pas qu'on retrouve un chemin de croissance en mettant en place des politiques d'austérité et de rigueur aujourd'hui. Autre question de fond et de société. Le débat sur le cannabis ouvert par Vincent Payon, entre autres. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faut, par exemple, dépénaliser le cannabis? Qu'est-ce que dit Julien Drey, expert? Alors, il y a deux choses différentes. Après, il y a l'histoire de solidarité gouvernementale, les expressions, bon ça je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est pas mon problème essentiel pour moi aujourd'hui, vous l'avez compris. Maintenant, après, il y a le vrai débat. Le vrai débat, et c'est ça auquel il faut faire attention. Le vrai débat, c'est la prohibition, et je dirais même que la droite est la plus mal placée pour nous donner des leçons en la matière. La prohibition, ça fait 10 ans. On a durci les lois de plus en plus. La France est le pays qui est le plus sévère en matière de consommation de cannabis. Il y a près d'un tiers des détenus qui sont des détenus liés au trafic de stupéfiants ou à la consommation de stupéfiants. Bon, quel est le bilan? Le bilan, je dirais, je prends même la ville du ministre de l'Intérieur aujourd'hui, Manuel Valls, Évry, qui était, quand j'étais député, mon voisin. Et ben malheureusement, le trafic n'a pas régressé dans cette ville. Donc, il n'a pas régressé dans toutes les villes de banlieue. Au contraire, même pire. Des mafias se sont constituées, armées, qui règlent des comptes. Vous avez vu ce qui s'est passé à Marseille. Maintenant, vous avez même, et c'est ça qui est intéressant dans les récents, intéressant au sens angoissant, dans les récents événements, vous avez même aujourd'hui des masses financières qui sont plus simplement sur le trafic de stupéfiants, mais qui sont aussi sur la spéculation financière, etc. Donc la question qui est posée, qu'on a le droit de poser, c'est est-ce que la prohibition telle qu'elle est mise en place aujourd'hui, ça marche? Ma réponse est non. Et donc, quand un ancien ministre de l'Intérieur, comme Daniel Vaillant, qui était sur la même position que moi dans les années 90, c'est-à-dire sur la fermeté, a été amené, après nombre d'études, d'enquêtes, d'écoutes, à dire ça marche pas ce système-là, et ben au moins qu'on en débatte. Et donc Vincent Payon a raison d'ouvrir le débat? Évidemment qu'il a raison de poser la question, mais je voudrais faire une remarque, parce que j'ai entendu Jean-François Copé, avec, bon, effectivement, toute sa verve, sa force, sur le thème, maintenant, il faut tout de suite que de l'ordre, etc. Mais il a dû touper, ce type-là. Mais non, franchement, il a dû touper. Il y a 15 jours, lui, il a le droit d'ouvrir les débats qu'il veut, les débats sur les pains au chocolat, hein, voilà. Et lui, il demande à l'époque, quand on l'engueule, ah oui, mais vous comprenez, je dois avoir le droit au débat, on peut pas poser des questions. Et quand d'autres posent des questions qui sont des questions légitimes, alors lui, tout d'un coup, il est pour la caporalisation. Il y a un problème de contradiction, et s'il veut être patron de l'UMP, peut-être qu'il faut qu'il résolve aussi cette contradiction. Je dis que c'est la même chose pour François Fillon. Pourquoi? Parce que la question qui est posée, le fait de poser la question est aujourd'hui interdit. Eh ben, c'est une erreur. Parce que de toute manière, quel est le problème qui est posé? Le problème posé, c'est le problème du sens de la loi. Quand vous avez une loi qui s'applique comme elle s'applique aujourd'hui, c'est-à-dire un jour on peut, un jour on peut pas, on sait pas. Quand vous avez des quartiers qui sont de plus en plus ghettoisés, avec une police qui est de plus en plus extérieure à ces quartiers, parce que c'est les gangs qui sont en place, eh bien, quand même, on peut se poser des questions sur le système qu'on met aujourd'hui en place. À part dire sinon aveuglement. Une interview à la radio ou à la télévision n'est évidemment pas un confessionnal, mais enfin, cette petite fête avec Dominique Strauss-Kahn, rue Saint-Denis. Vous voulez qu'on y revienne? C'est quand même une gigantesque, pardonnez-moi l'expression, connerie. Non, je pense pas. Je pense que, bon, je vois que ça vous obsède un peu. Non, je pense pas. C'est à la réflexion que je fais appel. Oui, la réflexion elle est simple. Je pense que cela s'est passé parce qu'il y a eu aussi des déclarations intempestives. C'est pas l'événement lui-même qui posait problème, c'est l'interprétation qui a été faite par un certain nombre de participants et participants. Bon, mais moi, j'assume ce que j'ai fait. C'est à refaire, je le referai vraisemblablement. Peut-être en prendra un peu plus de précautions. On les avait prises, mais pas assez, parce que il y a beaucoup d'amis qui sont venus parce que j'avais été très malade quelques jours auparavant et qui voulaient témoigner leur amitié. Mais je vais vous faire une confession parce que je pense vraiment. Je pense que tout ça,
Finalement, il y a eu ça, mais il y aurait eu autre chose. Il y avait quelque chose derrière, me concernant ce que je représente, qui posait visiblement problème à certains. Ils pensaient peut-être que j'allais quitter la politique, mais je suis encore là. C'est VT, certains. Non, c'est d'autres, je pense que vous savez, c'est ça, la vie politique, vous n'avez pas que des amis, surtout quand vous avez fait tout ce que j'ai fait moi. J'assume, j'ai fait des erreurs, parfois j'ai dû marcher sur les pieds de certains sans m'en rendre compte, ou en tous les cas j'ai créé des blessures, et visiblement c'était l'ordre du règlement de compte. Merci beaucoup Julien Drey d'être venu ce matin, donc bonne journée à vous. Donc Michael À demain, également, on se Guillaume. retrouve.